La veille de Noël, mon père m'a appelé et m'a dit « Nous pensons qu'il est préférable que tu cesses de faire partie de nos vies. Je vais avancer de mon côté. » J'ai répondu « Si c'est ta décision, je la respecterai. » Alors j'ai fait mes bagages et je suis parti. Peu de temps après, le compte commun a été gelé, et le contrat d'achat de la maison a été résilié. Le soir de Noël, j'ai vu 36 appels manqués, puis un message de son avocat « Nous sommes confrontés à un grave problème juridique et financier. » Ce qui s'est passé ensuite les a laissés sans voix. Je m'appelle Léona Caldwell. J'ai 34 ans. Et la dernière chose à laquelle je m'attendais la veille de Noël, c'était de découvrir que dans la version de mon père d'un avenir meilleur, il n'y avait plus de place pour moi. Il ne l'a pas dit dans le feu d'une dispute. Il l'a dit calmement, presque comme s'il lisait un texte qu'il avait déjà répété dans sa tête. Un instant, j'étais encore dans la maison de mes parents près de Chicago, aidant à tout préparer pour Noël, et l'instant d'après, j'étais là, mon téléphone à la main, l'écoutant me dire qu'il serait préférable que je cesse de faire partie de leur vie et que je le laisse avancer de son côté. Je me souviens être resté très immobile après cela. Pas parce que j'étais choqué, mais parce qu'une partie de moi attendait ce moment depuis des années. Les familles comme la mienne ne vous jettent pas d'un seul coup. Elles vous utilisent morceau par morceau jusqu'au jour où elles décident que votre utilité commence à trop ressembler à de l'indépendance. Alors je lui ai donné la seule réponse qu'il me restait. Je lui ai dit que si c'était sa décision, je la respecterais. Puis j'ai fait mon sac, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Le lendemain matin, je m'étais discrètement retiré de tout ce que mon nom avait maintenu en coulisses. Je n'ai menacé personne. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas fait de scène. Mais le soir de Noël, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu 36 appels manqués, suivi d'un message de l'avocat de mon père disant qu'ils étaient confrontés à un grave problème juridique et financier. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas. Je veux juste savoir jusqu'où mon histoire peut voyager. Ce qui a aggravé toute la situation, c'est que mon père savait exactement ce qu'il jetait en me disant de partir. Ma famille aimait faire comme si j'étais froide, difficile, trop sérieuse, le genre de fille qui avait toujours une correction prête et une question à laquelle personne ne voulait répondre. Ce qu'ils n'ont jamais dit à voix haute, c'est que pendant des années, j'étais aussi la personne qui empêchait leurs problèmes de se transformer en désastre. Je travaille comme analyste principal des risques documentaires pour un prêteur régional à Chicago. Mon travail consiste à examiner des dossiers financiers et à déceler ce que d'autres espèrent que personne ne remarquera. Des divulgations manquantes, de faibles explications sur les réserves, des sources de fonds incohérentes, des signatures qui arrivent trop tard, des chiffres qui semblent nets jusqu'à ce que vous demandiez d'où ils viennent réellement. Je passe mes journées à trouver les points faibles des accords avant qu'ils n'éclatent. L'ironie, c'est que mon père avait passé des années à faire des blagues sur mon travail, l'appelant de la paperasse, me traitant de paranoïaque, racontant aux gens à table que j'étais payé pour m'inquiéter à longueur de journée. Mais chaque fois qu'il avait besoin de faire examiner, expliquer, organiser ou corriger discrètement quelque chose, mon numéro était toujours le premier qu'il appelait. Cette fois, il s'agissait d'une maison de vacances dans le sud-ouest du Michigan, le genre d'endroit dont il avait déjà commencé à parler comme s'il lui appartenait. Tout l'automne, il avait laissé échapper des petits commentaires sur les week-ends au bord du lac, les étés en famille, les nouveaux départs et le fait d'avoir enfin quelque chose qui montrait aux gens le chemin qu'il avait parcouru. C'était mon père en une phrase. Rien ne pouvait être simplement une maison. Ça devait être une preuve. Ça devait être une déclaration. Ça devait être quelque chose que les autres pourraient envier. En surface, l'accord semblait assez simple. Il y avait un acompte, un compte de réserve, un prêteur, un courtier et juste assez de langage policé pour que cela paraisse stable. En dessous, c'était la même structure que j'avais vue toute ma vie, une version brillante de la vérité, maintenue par une divulgation sélective et la présomption que quelqu'un d'autre aplanirait les points faibles avant que quiconque d'important ne les remarque, et ce quelqu'un. C'était généralement moi. Mon nom avait été associé à certaines parties de la chaîne de documentation parce que j'avais précédemment examiné des pièces justificatives et clarifié quelques incohérences lorsque des questions étaient apparues pour la première fois. Je n'étais ni emprunteuse ni propriétaire, mais j'étais suffisamment proche du dossier pour que ma participation continuera sur les autres. Mon père le savait. Il comptait dessus. Il s'était appuyé sur le fait que je comprenais le processus, que je savais comment répondre prudemment aux questions, que les gens avaient tendance à se détendre une fois qu'ils entendaient que j'avais examiné quelque chose. Ce qu'ils ne comprenaient pas,
ou ne se souciait pas de comprendre, c'est que la seule raison pour laquelle ce genre de confiance a un sens, c'est qu'elle peut être retirée à la seconde où l'on en abuse. Alors, le matin de Noël, après quelques heures de sommeil et exactement 0 larmes, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à retirer mon nom de tous ceux qui n'avaient plus ma permission. J'ai envoyé une note formelle indiquant clairement que je ne participais plus à aucune révision de documentation, vérification de réserve ou communication relative à l'achat. J'ai demandé que personne ne continue à me présenter comme étant impliqué dans quelque partie que ce soit du dossier. Je me suis retiré des fils de courriels actifs. J'ai documenté l'heure. J'ai documenté la formulation. J'ai documenté chaque étape parce que les gens comme mon père adorent qualifier une limite de cruelle lorsqu'ils ne peuvent plus s'en servir. En début d'après-midi, la réaction avait déjà commencé. Une question de suivi est arrivée concernant les réserves. Une demande de clarification mise à jour est restée sans réponse parce que la personne qu'ils attendaient pour l'expliquer était partie. La chaîne de communication s'est bloquée. Le courtier est devenu nerveux. Quelqu'un a réalisé que la confiance et la conformité n'étaient pas réellement la même chose. Assise seule dans mon appartement, alors que la ville se taisait pour Noël, j'ai compris quelque chose si clairement que cela m'a presque fait rire. Je n'avais pas fait s'effondrer leur avenir. J'avais simplement cessé de porter la partie qu'ils avaient cachée derrière moi. Le soir de Noël, le silence que j'avais choisi pour moi-même avait disparu. Mon téléphone était resté face contre la table de la cuisine pendant la majeure partie de la journée, tandis que j'essayais de prétendre que ce jour férié n'était encore qu'une date sur le calendrier et non le point exact où quelque chose dans ma famille s'était finalement brisé de manière irréparable. Quand je l'ai retourné ce soir-là, l'écran était presque comique. 36 appels manqués. Pas septembre 2036. La plupart venaient de mon père. Quelques-uns de ma sœur, de l'année. 2 provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas, ce qui signifie généralement l'une des deux choses dans de telles situations. Soit quelqu'un essaie de régler un problème discrètement, soit quelqu'un a déjà assez peur pour commencer à chercher de l'aide en dehors de la famille. Je suis resté assise une longue seconde à regarder le nombre, car moins de 24 heures plus tôt, mon père avait semblé absolument certain que la vie serait meilleure si je disparaissais. Apparemment, cette confiance n'avait pas survécu à la journée de travail après le matin de Noël. Les messages vocaux ont commencé par de la colère. Ma sœur a été la première. Elle m'a accusé de gâcher Noël, de punir tout le monde pour une seule conversation, d'avoir toujours besoin de prouver quelque chose. Puis le ton a changé. Ces messages ultérieurs étaient plus courts, plus tendus, moins dramatiques. Appelle papa. S'il te plaît, décroche. Ça devient sérieux. Les messages de mon père suivaient exactement le schéma auquel j'aurais dû m'attendre de sa part. Le premier était défensif. Tout en fierté blessée et en irritation. Comme si la véritable offense était que j'avais pris ses paroles au pied de la lettre. Au troisième message, il réécrivait déjà l'histoire. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu. Il a dit que personne ne voulait que les choses aillent si loin. Il a dit que nous devions gérer cela en famille. Cette phrase m'a presque fait éclater de rire dans mon appartement vide. Gérer cela en famille. Je n'avais pas été traité comme un membre de la famille la veille. J'avais été traité comme une dépense indésirable. Quelque chose d'incommode dont il était enfin prêt à se débarrasser. Mais maintenant que la paperasse bloquait et que les gens posaient des questions, soudainement, j'étais de nouveau de la famille. C'est cette partie qui a réglé quelque chose en moi plus que toute autre chose. Pas le reniement. Pas même la panique. C'était la vitesse. La vitesse à laquelle je suis passé de jetable à essentiel. Vers 21h ce soir-là, un message est arrivé d'un nom que je reconnaissais. Gavin Doyle, l'avocat de mon père. Je l'avais rencontré une fois lors d'un dîner de charité des années auparavant et je me souvenais de lui comme l'un de ces hommes qui ont toujours l'air chers sans trop d'efforts. Son message était court et dépouillé de tout vernis social. Nous sommes confrontés à un grave problème juridique et financier. Veuillez m'appeler dès que possible. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus, laissant chaque mot prendre sa place. Problème juridique et financier, pas problème familial, pas problème émotionnel, pas malentendu, juridique et financier. Cela m'a dit presque tout ce que j'avais besoin de savoir avant même de le rappeler. Cela signifiait que le problème avait quitté le théâtre privé que ma famille préférait pour entrer dans un espace où les mots comptaient, où les délais comptaient et où la documentation comptait.
cela signifiait que quelqu'un avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, s'était appuyé sur quelque chose sur lequel il n'aurait pas dû s'appuyer, ou avait promis quelque chose qui ne pouvait plus être tenu maintenant que j'étais parti. J'ai reposé le téléphone et je me suis fait une tasse de café, même s'il était tard. Dehors, la ville était silencieuse de cette étrange manière des jours fériés, comme si tout le monde avait convenu de rester dans sa propre vie pour une nuit. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai pensé au nombre d'années que j'avais passé à être qualifié de difficile chaque fois que je posais les questions que personne d'autre ne voulait poser. Combien de fois mon père avait levé les yeux au ciel quand je l'avais averti de ne pas exagérer quelque chose? Combien de fois Delaney avait agi comme si ma prudence était de l'arrogance, comme si la précision était une sorte d'insulte personnelle. Et pourtant, quand cela comptait, ils construisaient leur confiance là-dessus. Ils la construisaient sur ma retenue, mon attention, ma capacité à faire tenir les choses ensemble sans exiger d'applaudissements pour cela. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité si clairement qu'elle ne laissait aucune place à la culpabilité. Ils ne m'avaient pas rejeté parce que je leur avais manqué. Ils m'avaient rejeté parce qu'ils pensaient que je continuerais à les servir même après l'avoir fait. Avant d'aller me coucher, j'ai écouté un dernier message vocal de mon père. Sa voix était plus basse cette fois, plus plate. Plus de colère. Juste de l'attention. Léona, appelle-moi. Nous devons régler ça maintenant. Je l'ai supprimé sans répondre. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais pas intéressé à régler quoi que ce soit pour lui. J'ai appelé Gavin Doyle le lendemain matin, quelques minutes après 8 heures. Je m'attendais à de la pression, peut-être même à un peu de théâtre juridique, le genre de langage prudent que les gens utilisent quand ils veulent que vous vous sentiez responsable avant d'avoir dit quoi que ce soit de concret. Ce que j'ai eu à la place était quelque chose de beaucoup plus utile. De l'urgence. La véritable urgence est difficile à dissimuler, même dans une voix polie. Gavin m'a accueilli comme un homme qui s'efforçait de ne pas paraître alarmé et qui échouait. Il m'a remercié d'avoir appelé, puis est passé si rapidement au problème que j'ai su que ce qui se passait était déjà plus grave que mon père ne l'avait espéré. Il a dit qu'il y avait de sérieuses préoccupations concernant le dossier d'achat du Michigan, que le prêteur avait signalé des incohérences liées aux réserves et à la liquidité. Et que l'accord risquait maintenant de s'effondrer complètement à moins que certains points ne soient clarifiés immédiatement. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il soit à court de phrases polissées. Et puis j'ai posé la seule question qui comptait. Mon nom était-il encore utilisé après que je me sois retiré par écrit? Il y a eu une pause sur la ligne qui a duré peut-être 2 secondes, mais c'était suffisant. Les gens peuvent cacher beaucoup de choses dans les mots. Ils cachent beaucoup moins dans le silence. Gavin s'est éclairci la gorge et a dit que ma participation antérieure avait créé des attentes, que plusieurs parties avaient compris que j'étais toujours familière avec la documentation et que mon retrait soudain avait soulevé des préoccupations que personne n'avait anticipées. C'était la version d'un avocat pour dire oui. Oui, mon père avait continué à laisser les gens croire que j'étais toujours associé au dossier après m'avoir dit de sortir de sa vie. Oui, le confort que mon nom créait était encore dépensé après que mon consentement ait disparu. Et oui, maintenant que tout s'effilochait, il voulait que je revienne juste assez longtemps pour les sauver des conséquences. Gavin a continué à parler. Il a expliqué que les passifs commerciaux de mon père étaient examinés de plus près qu'auparavant. Une ancienne dette d'entrepreneur qui avait apparemment été gérable sur le papier semblait maintenant moins gérable lorsqu'elle était placée à côté des questions mises à jour sur les réserves. Puis il y avait un problème de liquidité disponible. Il n'a pas prononcé le nom de Delaney tout de suite, mais il n'en a pas eu besoin. Les familles ont des schémas, et le mien n'a jamais été subtil. Finalement, il a admis qu'une ligne de crédit familial avait été utilisée beaucoup plus lourdement que prévu, ce qui signifiait que le coussin financier que mon père avait projeté était plus mince que ce qui avait été présenté à l'origine. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai regardé la lumière grise de l'hiver qui entrait par la fenêtre de mon appartement. Chaque partie de cela était exactement ce que j'aurais prédit si quelqu'un m'avait remis le dossier sans nom. Une confiance exagérée, des réserves sous-expliquées, une vieille dette reléguée à l'arrière-plan, un membre de la famille supposant que l'accès à l'argent était la même chose que d'avoir de l'argent. Et quelque part au milieu de tout ça, mon père agissant comme si la structure tiendrait simplement parce qu'elle avait toujours tenu auparavant. Gavin a finalement dit ce pourquoi il avait vraiment appelé. Il m'a dit que si j'étais disposé à fournir une brève clarification écrite, juste quelque chose de limité, juste quelque chose de simple, cela pourrait stabiliser le dossier assez longtemps pour maintenir l'achat en vie. Il a dit que personne ne me demandait d'assumer une responsabilité.
Il a dit qu'il s'agissait plus de restaurer la confiance et de prévenir les malentendus. Cela m'a presque fait sourire. Restaurer la confiance était précisément le problème. La confiance était ce que mon père vendait depuis le début. Une confiance bâtie sur une vérité sélective et ma crédibilité professionnelle. Il ne demandait pas d'aide. Il demandait à emprunter mon nom une fois de plus. J'ai dit à Gavin très calmement que je ne fournirais aucune clarification, aucune réassurance, ni aucun langage qui pourrait être interprété comme une implication actuelle. Je lui ai dit que je m'étais retiré par écrit, que j'avais documenté l'heure et la portée de ce retrait, et que tout ce qui avait été communiqué après ce point avait été fait sans mon autorisation. Il a essayé une fois de plus doucement cette fois. Il a dit que cela pourrait devenir très sérieux pour mon père. Je lui ai dit que j'étais sûr que ça l'était déjà. Puis, parce que je voulais que le message passe exactement là où il le devait, j'ai dit, il m'a dit qu'il s'en sortirait mieux sans moi. Je respecte sa décision. Un autre silence. Pas choqué cette fois, juste des faits. Gavin a changé de tactique après cela. Il a cessé de parler comme un avocat négociant une solution et a commencé à parler comme un homme essayant de m'avertir de la laideur que cela pourrait prendre. Il a dit que le prêteur posait des questions qui pourraient s'étendre au-delà de l'achat de la maison lui-même. S'il croyait que des faits importants avaient été présentés de manière trompeuse, cela ne resterait pas un embarras familial privé. Les courtiers parlent, les banques documentent. Les gens dans les petits cercles professionnels se souviennent des noms attachés aux dossiers fragiles. Mon père avait apparemment passé des mois à dire aux gens que cet achat représentait un nouveau chapitre. La preuve que son entreprise était plus forte que jamais. La preuve que la famille était positionnée pour plus, pas moins. Il avait utilisé l'idée de cette maison comme il utilisait tout le reste dans la vie, comme un accessoire de scène pour un succès qu'il n'avait pas encore pleinement assuré. Et maintenant, les projecteurs étaient trop vifs. J'ai remercié Gavin pour l'information, je lui ai dit que toute communication future me concernant devait se faire par écrit, et j'ai mis fin à l'appel. Pendant quelques minutes, je suis resté assise avec mon téléphone à la main, sentant quelque chose de plus froid que la colère s'installer. C'était une chose que mon père m'insulte en privé. C'en était une toute autre de me rejeter puis de continuer à dépenser la confiance professionnelle attachée à mon nom comme si c'était une propriété familiale. C'est à ce moment-là que la situation a cessé de paraître triste et a commencé à paraître nette, claire, définitive. Il n'avait pas besoin de mon pardon. Il avait besoin de retrouver ma crédibilité. Et c'était la seule chose que je ne lui donnerais plus jamais. J'ai appris plus tard que mon père s'était quand même rendu à l'événement de réseautage des fêtes de la Chambre de commerce de Naperville cette même semaine, ce qui m'a tout dit sur lui. Certaines personnes perdent le contrôle d'une situation et se taisent. Mon père a perdu le contrôle et a redoublé d'efforts sur les apparences. Il avait déjà passé des semaines à parler de cette maison du Michigan comme si c'était pratiquement une affaire conclue, glissant de petits détails polis dans les conversations avec les propriétaires d'entreprises locales, les prêteurs et toute autre personne qu'il pensait utile d'impressionner. Dans son esprit, se présenter comme prévu était probablement un moyen de contenir les dégâts. S'il souriait assez fort, se tenait assez droit, serrait assez de mains, peut-être que la vérité resterait fragmentée assez longtemps pour qu'il y survive. Mais à ce moment-là, j'en avais fini de l'aider à paraître solide alors que tout sous lui s'effritait. J'ai entendu parler de l'événement par quelqu'un que je connaissais par le travail. Quelqu'un qui a mentionné avec désinvolture que mon père y était attendu et a demandé si la vente de la maison du lac avait été conclue. Cette seule question a suffi à me faire poser ma tasse de café et à fixer le mur une seconde. Même après que l'accord ait commencé à s'effilocher, même après que le prêteur ait commencé à poser des questions plus difficiles, il laissait encore les gens parler comme si l'achat était réel. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'y aller. Pas pour faire une scène, pas pour me venger au sens dramatique que les gens imaginent quand ils entendent une histoire comme la mienne. J'y suis allé parce que je voulais m'assurer que mon nom cesse de travailler dans des pièces où je n'étais plus la bienvenue. L'événement se tenait dans l'un de ces lieux de banlieue chic conçus pour paraître chaleureux et cher en même temps. Un éclairage tamisé, des décorations de Noël, du vin servi par des traiteurs et des gens portant le genre de sourire qui disparaissent à la seconde où l'argent devient incertain. Je suis arrivé seul et je suis entré sans me presser, sans balayer la pièce du regard comme si j'avais peur d'être vu. La vérité, c'est qu'à ce stade, être vu était le but. Mon père m'a remarqué avant tout le monde dans ma famille. J'ai vu le moment exact où il a compris. Son visage ne s'est pas décomposé de façon spectaculaire. Il s'est juste légèrement crispé,
le genre de réaction que la plupart des gens manqueraient, à moins d'avoir passé leur vie entière à l'étudier comme je l'avais fait. Ma mère s'est tournée ensuite et a pâli. L'expression de Delaney s'est presque instantanément transformée en la même colère défensive qu'elle affichait toujours lorsque la panique se rapprochait trop. Je ne suis pas allé directement vers eux. C'était important. J'ai pris mon temps, j'ai parlé brièvement à une ou deux personnes que je reconnaissais, j'ai accepté un verre d'eau pétillante que je ne voulais pas vraiment, et j'ai laissé mon père là, se demandant si j'étais venu pour l'exposer ou simplement pour le regarder transpirer. L'anticipation peut être plus punitive que la confrontation si vous savez comment l'utiliser. Quand je me suis finalement approché, il se tenait avec un petit groupe de propriétaires d'entreprises locales et un homme que je reconnaissais d'un cercle bancaire régional. Cette partie semblait presque trop opportune, mais la vie est rarement subtile lorsque la pression est assez forte. Mon père m'a souri d'une manière qui se voulait paternelle et composée. Mais il y avait quelque chose de frénétique derrière ce sourire. Il a prononcé mon nom comme si nous nous étions parlé normalement ce matin-là, comme s'il ne m'avait pas dit quelques jours plus tôt que je devais cesser de faire partie de sa vie. Je l'ai regardé et j'ai dit d'une voix très égale, « Papa, as-tu informé le prêteur que je ne suis plus impliqué dans le dossier ?» La conversation autour de nous s'est arrêtée si brusquement que c'en était presque physique. Personne n'a bougé au début. Mon père a eu un petit rire. Le genre de rire que les hommes utilisent quand ils pensent qu'ils peuvent encore réduire un problème à un malentendu s'ils en ont l'air amusés. Il a dit, ce n'est vraiment pas l'endroit. J'ai hoché la tête et j'ai dit, alors cela aurait dû être géré quand je me suis retiré par écrit. Ma mère a essayé d'intervenir immédiatement, parlant trop vite, disant qu'il y avait eu confusion sur le calendrier, sur la communication. Sur ce que je voulais dire exactement. Je l'ai à peine regardé. J'ai posé la deuxième question aussi calmement que la première. As-tu divulgué la dette de l'entrepreneur lorsque les questions sur les réserves sont revenues ? Cela a attiré l'attention du banquier qui se tenait à proximité. Son expression a changé de cette petite manière professionnelle que les gens de la finance ont quand quelque chose passe de ragot à risque. Delaney m'a dit d'arrêter. M'a demandé ce qui n'allait pas chez moi. A dit que j'humiliais la famille pour une affaire privée. Je me suis tourné vers elle alors et j'ai dit, ça a cessé d'être privé quand mon nom a continué à être utilisé après que j'ai dit non. Cette phrase a eu plus d'impact que je ne l'avais prévu. Peut-être parce qu'elle était simple. Peut-être parce que tout le monde à portée de voix savait exactement quel genre de phrase les gens ne prononcent que lorsqu'ils ont des documents pour l'étayer. La voix de mon père a baissé quand il m'a répondu, ce qui était toujours un mauvais signe. La colère tranquille était la version de lui qui attendait l'obéissance. Il a dit que j'étais émotive. Cela aurait presque été drôle si ce n'avait pas été si prévisible. Émotive. Le mot que les hommes comme lui emploient lorsqu'une femme parle trop clairement en public. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai posé la question la plus importante. Utilisais-tu encore mon nom après que je me sois retiré par écrit ? Cette fois, pas de rire facile, pas de redirection polie, pas de prétention que j'étais confuse. Le banquier a parlé avant mon père. Il a demandé directement et sans grande douceur s'il y avait eu une dépendance à mon implication continue dans le dossier d'achat. Un autre homme du groupe, quelqu'un qui possédait une entreprise de fourniture commerciale que mon père essayait d'impressionner depuis des mois, a reculé d'un demi-pas sans s'en rendre compte. C'était ça, la réputation. Vous pouvez passer des années à la construire et voir les gens s'éloigner physiquement de vous dès que la confiance commence à sentir le coup. Ma mère a commencé à dire que nous étions tous une famille, et que cela avait simplement dérapé. Je l'ai regardé alors et je lui ai finalement donné la seule phrase que je portais en moi depuis la veille de Noël. Un malentendu ne vient généralement pas par écrit la veille de Noël. Cela l'a complètement fait taire. Delaney a réessayé, plus fort cette fois, disant que j'avais toujours pensé que j'étais meilleur que tout le monde. Que j'aimais faire en sorte que les gens se sentent petits. Que c'était exactement pour ça que personne ne pouvait jamais me parler. Je l'ai laissé terminer sa performance, parce que la rage a l'air enfantine à côté de la précision. Puis j'ai dit, je ne suis pas venu ici pour embarrasser qui que ce soit. Je suis venu ici parce que je ne vais pas laisser mon nom continuer à travailler dans des pièces où je ne suis plus la bienvenue. Personne n'a eu grand-chose à dire après ça. Il n'y avait plus vraiment rien à dire. Mon père avait passé trop de temps à supposer que mon silence signifiait loyauté, que mon professionnalisme appartenait à la famille par défaut, qu'il pouvait me pousser dehors en privé et continuer à encaisser la crédibilité que j'avais bâtie publiquement. Debout dans cette pièce décorée, entouré de gens qui comprenaient soudainement plus qu'ils ne l'auraient jamais voulu,
j'ai réalisé quelque chose de presque paisible. Je n'étais pas celle qui détruisait son image. Je refusais simplement de me tenir derrière elle. J'ai posé mon verre intact, j'ai ajusté mon manteau et je suis sorti avant que quiconque puisse essayer de transformer cela en une scène plus bruyante. Alors que les portes se fermaient derrière moi, j'ai entendu la pièce se remettre en mouvement. Pas pour revenir à la normale, mais dans ce rythme tendu et murmurant dans lequel les gens tombent lorsqu'ils viennent d'assister à la première fissure visible chez quelqu'un qu'ils supposaient autrefois solide. 2 nuits après l'événement de la chambre de commerce, mon père m'a demandé de venir à la maison à Naperville. Quand je suis entré, ma mère et Delaney étaient déjà là, attendant à la table de la salle à manger comme si cela allait être une sorte de remise à zéro familiale. Comme si, en m'asseyant sur la bonne chaise et en utilisant le bon ton, elle pouvait reprendre le contrôle de toute l'histoire. Mon père a immédiatement commencé à réécrire la veille de Noël, disant qu'il avait parlé sous le coup de la colère et que personne ne voulait que les choses aillent si loin. Ma mère a appelé cela du stress et a dit que les fêtes avaient tout empiré. Delaney a dit que j'aurais dû savoir ne pas prendre ses paroles au pied de la lettre, comme si se faire dire de cesser de faire partie de la famille était censé paraître inoffensif si cela venait de lui. Je les ai laissés parler, puis j'ai sorti de mon sac mes courriels imprimés, mes horodatage et mes avis de retrait et je les ai posés sur la table un par un. La pièce est devenue silencieuse après cela. Mon père m'a accusé de l'humilier et de saboter la famille, mais la vérité est sortie plus vite qu'il ne s'y attendait. Il a admis qu'il avait supposé que je retarderais l'achat de mon propre appartement si la maison du Michigan avait besoin de plus d'argent et que je ferais ce que j'avais toujours fait, intervenir, absorber la pression et protéger la famille des conséquences de ses propres choix. C'est à ce moment-là que tout est devenu simple. Il ne s'agissait jamais d'une phrase de colère la veille de Noël. Il s'agissait du fait qu'il croyait que mon avenir était quelque chose qu'il pouvait encore utiliser, même après m'avoir dit que je n'avais plus ma place dans sa vie. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Tu n'as pas demandé d'aide. Tu as budgétisé mon avenir comme s'il t'appartenait déjà. » Puis je me suis levé, j'ai pris mon sac et je lui ai dit qu'il avait dit qu'il s'en sortirait mieux sans moi, et que je le laissais enfin vivre de cette façon. Je suis sorti de la maison sans regarder en arrière. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais plus légère que coupable. Comme si j'avais enfin cessé de porter un poids que ma famille avait toujours appelé amour seulement quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. Ce qui s'est passé après cela n'a pas été bruyant ou dramatique comme les gens s'y attendent quand ils entendent le mot vengeance. Il n'y a pas eu d'excuse à ma porte, pas de discours qui a tout changé, pas de moment soudain où mon père est devenu l'homme qu'il aurait dû être. Ce qui s'est passé à la place a été plus lent, plus froid et bien plus satisfaisant. Les conséquences qu'il avait passé des années à éviter l'ont finalement rattrapé, et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas là pour le protéger de la chute. L'accord pour la maison du Michigan s'est complètement effondré en quelques jours. La moindre chance qu'il restait a disparu lorsque le prêteur a fini d'examiner les lacunes du dossier et a réalisé que la confiance qu'on leur avait vendue était bâtie sur des réserves faibles, des demi-vérités et des hypothèses qui n'existaient plus. L'achat a été résilié. L'acompte est devenu un sujet de litige. Et mon père n'a pas seulement perdu la propriété dont il se vantait depuis des mois. Il a perdu l'image qui y était attachée. Dans son esprit, cette maison n'avait jamais été seulement une maison. Elle était censée prouver qu'il était toujours en ascension, toujours gagnant, toujours le genre d'homme qui pouvait offrir à sa famille une vie plus grande, peu importe la tension qui se cachait en dessous. Quand cet accord est mort, il n'est pas mort en silence. Les courtiers le savaient, les prêteurs le savaient. Le même cercle d'affaires local qu'il avait passé des années à essayer d'impressionner avait soudainement une version très différente de son histoire à raconter. Les retombées ne se sont pas arrêtées à la maison. Une fois que le prêteur a commencé à poser des questions plus difficiles, d'autres choses sont apparues aussi. Une vieille dette d'entrepreneur qui avait été reléguée à l'arrière-plan a cessé de paraître temporaire et a commencé à paraître structurelle. Les fournisseurs qui avaient autrefois été flexibles avec les délais ont commencé à se resserrer. Un fournisseur sur lequel il avait compté pour des conditions faciles a exigé des assurances plus solides. Une ligne de crédit qu'il pensait pouvoir jongler comme toujours est devenue beaucoup moins indulgente. Il avait passé des années à bâtir son entreprise sur l'hypothèse que s'il continuait à parler avec assez de certitude, la réalité finirait par s'organiser autour de lui. Mais une fois la confiance perdue, tout commence à coûter plus cher. Chaque retard devient plus lourd. Chaque faveur disparaît. En quelques mois, mon père a été contraint de faire le genre de choix qu'il avait toujours cru réservé aux autres. Il a vendu du matériel qu'il traitait autrefois comme des symboles de statut.
Il a licencié des employés. Puis, quand cela n'a pas suffi, il a vendu une grande partie de l'entreprise à un prix si bas que cela a dû l'humilier chaque fois qu'il le voyait par écrit. Il n'a pas tout perdu du jour au lendemain. Il l'a perdu morceau par morceau, ce qui était pire. Et la partie qui l'aurait le plus tourmenté était la suivante: rien de tout cela n'est arrivé parce que je l'ai attaqué. C'est arrivé parce que j'ai cessé de le protéger. Cette distinction comptait pour moi. Je n'ai pas détruit mon père. J'ai cessé de lui prêter des parties de moi-même qu'il n'avait pas le droit de dépenser. Delaney n'a pas non plus échappé aux retombées. Pendant des années, elle avait traversé la vie en croyant qu'il y aurait toujours un autre coussin, un autre sauvetage, une autre personne dans la famille prête à absorber le coût réel de ses choix. Une fois que l'accord de la maison a échoué et que la pression financière a cessé d'être théorique, ses propres habitudes sont devenues impossibles à ignorer. La ligne de crédit qu'elle avait vidée a été évoquée dans des disputes que je n'étais plus là pour adoucir. Le shopping, les voyages et la version polie d'une vie plus stable qu'elle ne l'était vraiment, tout a commencé à paraître différent lorsque la facture ne pouvait plus être repoussée. Elle a dû abandonner l'appartement de luxe qu'elle s'échinait à payer. Le VUS en location a disparu. J'ai entendu par des proches qu'elle m'avait tout reproché au début. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mais le blâme s'épuise lorsque la réalité continue d'arriver à l'heure. Finalement, même elle a dû s'adapter. Elle a déménagé dans un endroit plus petit, a pris un travail supplémentaire et a appris ce que c'était quand personne dans la famille n'avait assez de stabilité pour transformer son insouciance en un inconvénient temporaire. Ma mère a payé aussi, mais d'une manière plus discrète. Elle n'a pas perdu une entreprise, et elle n'a pas perdu la maison. Ce qu'elle a perdu, c'est la capacité de prétendre qu'elle était à l'écart des dégâts tout en bénéficiant. Elle avait toujours aimé être la traductrice douce, celle qui appelait la cruauté du stress, la manipulation de la pression et la trahison à malentendu. Après que tout se soit effondré, ce rôle a cessé de fonctionner. Certains de ses amis se sont éloignés. Les invitations se sont raréfiées. L'aisance sociale sur laquelle elle avait toujours compté est devenue tendue. Les gens ont fait ce qu'ils font toujours quand la confiance est contaminée. Ils sont devenus polis à distance. Quant à la chambre de commerce, la position de mon père n'a pas survécu non plus. Il n'a pas été dénoncé publiquement. La vie est généralement moins théâtrale que ça. C'était pire. Il est devenu un homme à côté duquel les gens ne se précipitaient plus. On l'écoutait plus attentivement et on lui faisait moins confiance automatiquement. Les portes ne se sont pas claquées. Elles ont juste cessé de s'ouvrir aussi rapidement. Dans un petit monde professionnel, ce genre de refroidissement peut ruiner une personne plus complètement qu'un grand scandale. Il avait construit tellement de sa personne autour de l'apparence de solidité que devenir douteux aux yeux des autres était presque la même chose que d'être effacé. Ma vie, pendant ce temps, est devenue plus calme de la meilleure façon possible. Quelques semaines après que tout soit terminé avec le prêteur et la maison, j'ai conclu l'achat de mon appartement à Chicago. Mon appartement à mon nom, payé avec l'argent que j'avais gagné, protégé et refusé de laisser ma famille traiter comme une propriété partagée avec des liens émotionnels. La signature elle-même a été presque douloureusement banale, ce qui l'a rendue sacrée. Pas d'appel frénétique, pas de dette cachée se glissant sous la paperasse. Personne ne s'attendant à ce que je fasse de la place pour leur ego dans mon avenir. J'ai signé les derniers documents et j'ai senti quelque chose en moi s'apaiser pour de bon. Je n'achetais pas seulement une maison. Je mettais fin à une dispute que ma famille entretenait avec mon indépendance depuis des années. Et j'ai fait une autre chose qui comptait pour moi. J'ai aidé ma grand-mère, Mildred Caldwell, séparément et discrètement. Pas par l'intermédiaire de mon père, pas sous la pression familiale. Je me suis assuré qu'elle était dans un endroit sûr et stable, un endroit où l'on pourrait s'occuper d'elle sans qu'elle ne devienne une autre excuse pour les personnes qui avaient fait défaut au reste d'entre nous. Cela importait parce que je n'ai jamais voulu que ma distance avec mes parents devienne une excuse pour la dureté en moi. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de me soucier de la famille. Je suis parti parce que j'ai finalement compris que se soucier et être utilisé ne sont pas la même chose. C'était la vraie leçon de tout ce qui s'est passé. Les gens adorent vous dire que la famille, c'est la famille, comme si la phrase elle-même devait effacer les preuves, l'histoire et le mal. Mais la famille n'est pas un laissez-passer pour l'exploitation. L'amour n'est pas un accès sans fin, et être nécessaire n'est pas la même chose qu'être apprécié. Mon père pensait qu'il pouvait me rejeter émotionnellement et garder les parties pratiques de moi en attente. Il avait tort.
L'erreur la plus coûteuse qu'il ait jamais faite a été de supposer que je continuerais à l'aider à survivre à mon absence après qu'il l'ait créé. Parfois, vous n'avez pas besoin de ruiner qui que ce soit. Vous avez juste besoin d'arrêter de secourir les gens qui continuent de traiter votre force comme leur fonds d'urgence personnel. Les limites ne détruisent pas les familles. Elles les révèlent. Et parfois, la personne que tout le monde qualifie de froide est simplement la première à avoir le courage de cesser de mentir sur ce que l'amour est censé coûter. Mon père a dit qu'il s'en sortirait mieux sans moi. Finalement, je lui ai simplement donné la vie qu'il avait demandée. Et il s'est avéré que le prix de ce souhait était bien plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé.